C'est le soir ici chez moi, mais je comprends que c'est vers midi chez vous. Nous vivons des temps très difficiles. Nous sommes en confinement forcé depuis environ 2 mois et c'est la même chose chez vous, j'imagine. Les travailleurs et travailleuses ont été particulièrement frappés par cette pandémie. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu la structure de la présentation sur le portrait large des politiques économiques du marché du travail en Palestine et Jamal et Abbas, comme je comprends, vont parler plus spécifiquement des conditions de vie des travailleurs et travailleuses et ce qui se passe chez eux pendant la période de quarantaine. Alors, je vais vous partager mon écran juste à l'instant. Juste un instant, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que vous voyez pour tout le monde. Je vais parler du marché de l'emploi en Palestine et généralement comment le colonialisme a généré une économie qui est en fait typiquement l'économie est représentative d'une population colonisée dans le sens où Israël a travaillé au fil des ans à diviser une économie qui peut servir ses propres besoins, donc les intérêts israéliens. Et c'est devenu très évident avec la pandémie actuelle et comment elle a désavantagé les travailleurs et travailleuses en résultat de la structure du marché de l'emploi. C'est un sommaire très général de l'économie palestinienne et de l'économie locale. C'est une courbe très fluctuante, comme vous pouvez le voir. On voit des augmentations, des chutes. Il n'y a aucune économie au monde qui a une courbe aussi chaotique. Le produit brut national ne cesse d'augmenter et de descendre. Ça, c'est un effet du colonialisme et de la destruction israélienne de l'économie qui impose une guerre sur la bande de Gaza et qui comprime l'économie au complet en Palestine. Encore une fois, la fragmentation du territoire en termes d'occupation israélienne qui divise la Cisjordanie en zone A, B, C. Donc, les travailleurs font face à différentes occasions et circonstances dans ces trois zones différentes. Ce sont trois réalités qui ont très limité dû au limitement géographique. Bien sûr, le contrôle des frontières de la Cisjordanie et de la bande de Gaza euh, tend à les séparer les unes des autres. Contrôler les frontières a un impact économique significatif. Ça veut dire que les Palestiniens ne peuvent pas importer ou exporter leurs produits librement. Il y a des grosses taxes aux frontières pour le passage des produits et des biens. Ça a des implications pour l'investissement, la production, etc., etc. Donc, la réalité de cette fragmentation est sévère, a un impact sévère sur les travailleurs et travailleuses et sur le marché de l'emploi parce que ça fragmente la réalité des travailleurs et travailleuses, qu'ils soient dans les zones A, B ou C, en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. On doit manœuvrer entre des mondes différents de jour en jour, ce qui cause ce qui force les gens à se déplacer entre les zones. Toutes ces conditions sont extrêmement difficiles à manœuvrer. Les colonies, la guerre, les points de contrôle, ça complique la réalité de la vie quotidienne en général, mais particulièrement pour la main-d'œuvre et les travailleurs et travailleuses. L'économie du travail en Palestine
comment le colonialisme s'est articulé pour démolir l'économie locale et le marché de l'emploi, c'est en se concentrant sur la production. Israël a travaillé, comme tous les colonialistes, c'était le cas en Afrique du Sud, ou le cas, ou dans tous les cas classiques de colonialisme britannique ou français à travers le monde, c'est le même processus. Il se concentre sur la destruction de la production. C'est ça que la colonie fait. La production locale n'est pas seulement une activité économique, mais bien une activité sociale et politique également. Alors, conséquemment, quand on accapare les terres, on empêche les Palestiniens de récolter leurs eaux et leurs récoltes. En résultat, en ce moment, le, les la culture qui contribuait de 30 à 40 de l'économie locale ne représente maintenant que 3 La même chose pour les industries manufacturières qui ne contribuent que 13 à l'économie maintenant. Et ça, c'est une politique très ciblée de l'Israël qui vise à détruire pas seulement l'économie locale, mais la société palestinienne dans son ensemble en attaquant la production. Maintenant, comme la conséquence du ciblage de l'économie palestinienne et de la destruction continue de la production, que ce soit par la restriction de l'import-export palestinien, de l'extraction des ressources naturelles, de la construction de routes ou d'autres ressources, nous avons eu un immense taux de non-emploi. En Cisjordanie, nous avons le plus grand taux de non-emploi au monde, en fait. On peut voir les différences entre les hommes et les femmes dans ces statistiques. Les taux de chômage chez les femmes est bien plus élevé et augmente dans le temps, malgré qu'elles aient le plus haut taux d'éducation dans la région. Pardon, Samia, pourrais-tu répéter parce que nous avons perdu votre discours pour un moment? Oui, je disais seulement que est-ce que je parle trop vite pour l'interprète? Non, jusqu'à maintenant, ça va. Super. Ce que je disais, c'était simplement que le taux de chômage chez les femmes est beaucoup plus élevé que chez les hommes et que c'est particulièrement pas étrange. Je veux dire, il y a des facteurs qui expliquent cela, mais l'éducation des femmes est beaucoup plus élevée que celle des hommes. Le taux de chômage est beaucoup plus élevé pourtant et continue d'augmenter. On peut voir que les taux de chômage chez les hommes se stabilisent, tandis que chez les femmes, ça ne cesse d'augmenter de façon plutôt remarquable. On peut dire que c'est plutôt paradoxal, mais il y a des raisons qui motivent cela, et ça, c'est la structure de l'économie et du marché de l'emploi en particulier. La structure de l'économie qui explique grandement la vulnérabilité du marché de l'emploi et la situation des travailleurs et travailleuses qui est grandement orientée vers l'offre de services. Donc, l'emploi en Palestine, dans la banque de Gaza, par exemple, est fondé sur plus de 62 de travailleurs et travailleuses qui sont dans le secteur des services. Et ça inclut l'éducation et la santé, mais aussi euh, le libre-échange, la restauration. Donc, tout ça sont considérés comme des services de ce secteur. L'agriculture ne compose seulement 40 ensuite, la construction, 17 On peut voir au cours du temps que l'emploi dans le secteur de l'agriculture réduit, ce qui est très, très problématique. Je vais parler simplement rapidement des travailleurs et travailleuses en Israël qui ont une réalité fragmentée comparée au marché de l'emploi palestinien. Jusqu'à tôt cette année, il y avait entre 30 000 travailleurs palestiniens qui travaillaient sur le marché israélien. Ils représentent 13 des travailleurs et travailleuses
d'Israël. Par contre, ils ne gagnent que 2,2 du salaire moyen des Palestiniens dans la Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Et ça inclut les professeurs d'université, les docteurs, autant que les vendeurs de rue, etc. Donc, on peut voir que les salaires pour les travailleurs palestiniens en Israël sont plus élevés, particulièrement en Cisjordanie. Donc, en plus du haut taux de chômage auquel font face les travailleurs palestiniens, il y a cette tentative de travailler en Israël. Pourtant, la réalité de ces travailleurs et travailleuses est hautement problématique. 98 de ces travailleurs sont mâles, sont hommes, et ils gagnent 25 du salaire du territoire palestinien. 62 d'entre eux travaillent en construction, donc la vaste majorité d'entre eux sont soit dans la construction ou dans le milieu de l'agriculture. Il y a quelque chose dont on parle qui s'appelle la taxe d'investissement. Donc, on doit payer des courtiers, en fait, qui prennent une immense part de, des salaires des Palestiniens qui n'ont qui, pour la vaste majorité, n'ont pas de contrat de travail, sont payés en espèces, donc ils n'ont aucun droit aux bénéfices. Et les courtiers qui prennent un pourcentage de leur salaire, en fait, finissent par quitter, par ne laisser que peu d'argent pour les travailleurs. Donc, même s'ils sont payés mieux en Cisjordanie, et bien sûr, il y a des travailleurs qui viennent de la bande de la Gaza, ils, ils voient quand même leur salaire être diminué par les courtiers qui prennent une partie de leur paye afin de les laisser travailler en Israël. Ça, c'est la réalité à laquelle les travailleurs palestiniens et palestiniennes font face. C'est un marché de l'emploi fragmenté, hautement vulnérable, un marché de l'emploi qui est soumis à beaucoup d'exploitation de la part d'Israël, qui, lui, ne laisse aucun droit aux travailleurs palestiniens. En fait, il viole leurs droits continuellement. Donc ça, c'est la réalité euh, qui est une réalité hautement coloniale. Si nous jetions un œil au marché de l'emploi en Inde sous l'occupation britannique, la population noire sous le régime d'apartheid, ce ne serait pas très différent, c'est très typique. Maintenant, cette réalité a été augmentée par la pandémie de la COVID-19 et les pertes dans l'économie palestinienne, qui est tout petite, bien sûr, 16 milliards de dollars annuels, c'est vraiment la grandeur d'une grande entreprise, mais c'est la grandeur de l'économie palestinienne en ce moment. Et le produit national brut est environ à 15 et le taux de chômage continue d'augmenter. Il a augmenté de 15 et ce chômage est concentré, bien sûr, dans les parties les plus vulnérables de la force de travail. Donc, il y a le secteur de l'éducation, de la santé, qui ne sont pas affectés par la pandémie parce que le gouvernement et les universités continuent de fonctionner, mais les secteurs qui sont affectés, ce sont chez les travailleurs, les travailleuses qui quotidiennement travaillent, comme les taxis, les vendeurs de rue, le secteur informel. Et ces travailleurs du secteur informel, ils constituent plus de 50 de la force de travail locale. Parmi, En fait, ce sont les secteurs les plus vulnérables qui sont les plus touchés. Oui, bien sûr, c'est bien cela. Et il n'y a aucun filet de sauvegarde pour eux parce que l'autorité palestinienne a bien imposé un confinement, ce qui a beaucoup aidé. Si on voit les chiffres d'infection, les nombres de cas en Palestine, il y a seulement 626 cas dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Donc,
Il y a un nombre de cas disproportionnellement élevé en Jérusalem, où il y a 179 cas. Et ça, ce sont les cas qui sont connus parce qu'ils ont été reportés par les personnes, parce qu'il n'y a aucune façon pour la Palestine de connaître les chiffres réels. Donc, ça, c'est les chiffres connus d'infection. Mais nous savons qu'il y a au moins 5 cas de décès dans la banque de Gaza et en Cisjordanie. Mais on sait qu'en Canada, il y a 19 cas pour chaque 100 000 personnes et aux États-Unis, c'est 32 par 100 000 personnes. Donc, donc oui, nous avons effectivement un cas d'infection plus élevé que partout ailleurs. Mais pour les travailleurs et travailleuses palestiniennes, il n'y a pas de filet de sécurité. Et beaucoup de gens viennent de perdre leur travail euh, et leur, et puisqu'ils sont payés quotidiennement après la fin de leur travail, euh, ce que ça veut dire, c'est que s'ils ne vont pas travailler, ils n'ont simplement pas de paie. Et ça, ce qui est arrivé à 50% des travailleurs et travailleuses en Palestine. Samia, euh, ça s'applique toujours parce que les Palestiniens et Palestiniennes doivent toujours obtenir un permis pour aller travailler, n'est-ce pas? Oui, pour aller travailler en Israël, bien sûr, ça prend un permis. Et je crois que Jamal va en parler un peu plus précisément plus tard, mais ça a été très, très controversé, un enjeu très controversé, le fait que des Palestiniens et Palestiniennes traversent en Israël pour aller travailler. Et originellement, l'autorité palestinienne euh, était d'avis que les travailleurs palestiniens devraient travailler en Israël et y rester. Mais bien sûr, la colonie n'allait pas fournir aucune ressource. Donc, les travailleurs voulaient retourner à leur maison. Mais les cas de ceux et celles qui réussissent à y aller, pardon, les travailleurs et travailleuses palestiniennes doivent être karantinés et n'ont pas vraiment de ressources. Et Israël a tenté d'encercler les travailleurs palestiniens pour les forcer à revenir sur une base quotidienne parce qu'ils n'ont aucun souci de voir les écarts dans le traitement de soins afin qu'ils puissent continuer de traverser la frontière, n'est-ce pas? Et c'est atroce. Oui, en fait, les travailleurs ont réussi à traverser et ça leur a amené beaucoup de cas d'infection parce que d'une certaine manière, beaucoup des cas qui ont éclos après le mois de mars, on a tracé la ressource auprès des travailleurs qui travaillent en Israël. Donc, d'une certaine manière, Israël a vu qu'il pouvait utiliser les travailleurs et travailleuses palestiniennes et il ne se soucie absolument pas de leur bien-être. Et comme vous l'avez expliqué plus tôt, Zahia, en fait, il a vraiment utilisé le mot de déchargement en parlant des travailleurs et travailleuses. Une fois qu'il est suspect, il les décharge. Donc, Mhm. dès qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont des symptômes, ils se débarrassent d'eux, So, en like fait. you're saying, the effects of Donc, ce que vous colonialism dites, are c'est que les present effets in du general colonialisme into each s'articulent of the dans layers chacune des of couches. the impact of colonialism on the L'impact daily du lives of people colonialisme sur la added vie to it quotidienne des gens is this pandemic, s'ajoute the à, COVID à cette 19 pandémie de pandemic. la COVID-19. And particularly with Et the numbers that particulièrement you avec gave them, les nombres Samia, que vous nous the montrez direct aujourd'hui, impact comes l'impact because people are direct workers and the est vulnerability gravement of this ressenti sur les population travailleurs et travailleuses qui sont is déjà dans une situation tellement précaire. extremely dangerous. Et c'est très The conditions dangereux that they're living qu'ils right now is extremely travaillent dangerous. And to dans ces add yet conditions another layer actuellement. Et is ça rajoute for encore them une to have couche de their rights difficulté recognized. pour la reconnaissance de leurs And I droits. think what we're Et going to hear je later crois on que ce with que nous allons Jamal, aborder un peu plus tard avec Jamal, when he's going to start describing to lorsqu'il us va the actual parler humanitarian un face petit on those peu workers who are du trying to visage cross humain de ces and travailleurs qui tentent give de us traverser la the humane frontière, story of those afin workers as de well. donner une So I'd histoire un like peu to plus thank you so much, humaine Samia, de and leur we'll have a récit. chance Mais je te remercie tellement, elaborate more on Samia, during et nous question aurons and la answer chance period. d'élaborer un peu plus sur ces sujets dans la période de Thank you. questions. Merci beaucoup, And Zahia. before going to Jamal, I just wanted Avant to de passer le micro also à Jamal, je vais aussi thank and mention the remercier et contribution of mentionner la CISO. contribution du They CISO have qui contributed aujourd'hui ont for providing the contribué interpreting en in permettant French.
en permettant l'interprétation vers le français, qui est extrêmement important. Et nous aimerions aussi vous dire que la campagne de levée de fonds, la date de fin, c'est le 31 mai, mais pour que nous, au Québec, nous puissions participer et contribuer, euh, afin que les syndicats locaux et les instances de défense des droits des travailleurs québécois puissent participer. Labour for Palestine a étendu cette campagne de levée de fonds pour 5 jours de plus. avec les Palestiniens. Fait que ceci est vraiment un appel pour mobiliser, pour aller parler avec vos bureaux locaux, pour faire une grande mobilisation afin de soutenir les cas pour les travailleurs et travailleuses en Palestine. Avant de continuer et de laisser le micro à Jamal, j'aimerais remercier Sania de nous avoir partagé ces chiffres. Et maintenant, Jamal, je vous passe le micro. Merci, Zaria. Je suis honorée d'être ici et de vous voir. N'oubliez pas, merci aussi à Labour for Palestine de se tenir en solidarité avec la Palestine et particulièrement avec les travailleurs et travailleuses dans cette situation extrêmement difficile. Si vous suivez bien l'actualité, le plan d'annexation de l'Israël qui va se déployer à partir de juillet, et nous ne savons pas dans quelle situation ça va nous mener, mais l'escalade est entamée dans le territoire palestinien. Israël a commencé le harcèlement des autorités palestiniennes et nous ne savons pas combien de gravité la situation va gagner dans les prochaines semaines. Je vous remercie, Samia, parce que vous avez beaucoup parlé de la situation de guerre civile qui nous afflige. Et ma présentation adressera certains de ces enjeux. Depuis le début, l'autorité palestinienne a été une des premières instigatrices de l'oppression économique sur le peuple palestinien parce que l'autorité palestinienne n'a pas la capacité de faire face à une large pandémie qui, qui sévit dans la population palestinienne. Les travailleurs et les travailleuses, comme vous le savez, sont les plus vulnérables dans ce contexte. Lorsque nous parlons des travailleurs et travailleuses, nous parlons de deux types d'employés. Les travailleurs d'Israël, qui travaillent en Israël. On parle de 155 000 travailleurs et travailleuses qui travaillent en Israël et qui font face aux conditions dont Samia parlait un peu plus tôt. Et peut-être pourrons-nous en reparler plus tard. Cette situation qui a été créée, une confusion en Israël qui prenait des mesures inhumaines contre la population palestinienne déjà. Nous parlons de 15 millions de dollars par mois qui est généré par cette activité économique en Israël. Et lorsque nous parlons de chiffres, ce sont de très petits nombres dont nous parlons. Donc, la signification des chiffres est importante. Les autres travailleurs dont nous parlons, ce sont ceux et celles qui travaillent dans les territoires palestiniens. Donc, on parle de 400 000 travailleurs et travailleuses qui travaillent dans plus de 152 entreprises dans la Cisjordanie. Et après le confinement, seulement 57 000 de ces travailleurs et travailleuses ont continué de maintenir leur emploi en maintenant des services, des marchés et quelques petites entreprises. Ça veut dire qu'autour de 250 employés ont perdu leur emploi. Malheureusement, ces travailleurs et travailleuses dont nous parlons sont absolument incapables de compenser pour cette perte de revenus. Donc, ça mène directement à une crise pour ces gens. Comme vous le savez, après, il y a des solutions qui sont suggérées, notamment de créer des entreprises pour les, pour les Palestiniens et Palestiniennes, mais malheureusement,
ça a été un gros échec, du moins pour les petits travailleurs et travailleuses. Donc, la crise est continuelle et on commence à en ressentir les impacts les plus sérieusement parce qu'on voit des gens juste euh, euh, abandonner, lever les bras sans même trouver de plan parce qu'on ne sait pas comment la situation va se dérouler à l'avenir. Donc, le taux de chômage a monté d'environ 15 depuis le début de la crise. Pour les travailleurs et travailleuses en Israël, dès le début, l'Israël avait un plan. Bien sûr, ils veulent garder leur économie en, en marche et la meilleure façon de faire ça, c'est d'exploiter les travailleurs et travailleuses palestiniennes puisqu'on ne se soucie pas de leur bien-être. Donc, les autorités israéliennes ont commencé à organiser une convention sur le travail euh, qui vise à ouvrir le mur de séparation sans aucune restriction. Ils ont ouvert 56 euh, points d'entrée au fil du mur de séparation afin de laisser les travailleurs passer sur leur territoire et aller travailler. Lorsqu'on parle de ces statistiques dont Samia nous faisait part un peu plus tôt, avec le nombre de cas en Palestine, 90 de ces cas viennent d'Israël, en fait. Même ceux qui sont morts de la COVID-19 ont été infectés euh, dans leur milieu de travail. Au début, nous étions déjà dans une situation de crise auprès de l'autorité palestinienne. Après un mois, on a atteint une entente que même les travailleurs devaient rester d'un côté ou l'autre du mur. Donc, soit rester de l'autre côté du mur avec la Palestine ou aller défendre leurs droits en Israël en tant que travailleurs. On n'avait pas le choix. Donc, il y a autour de 50 000 travailleurs palestiniens qui devaient traverser la frontière pour aller travailler. Et ça a soulevé la question d'avoir un protocole sécuritaire sanitaire pour laisser les travailleurs travailler dans des conditions saines. Donc, la réunion que nous avons faite avec les militants et militantes visait à comprendre les conditions des travailleurs. Ils n'avaient aucun équipement de protection, aucune mesure d'aide, des masques ou des produits d'hygiène, des gants, des choses qu'on sait qui peuvent protéger les travailleurs et travailleuses. Donc, on a essayé de leur fournir. Chaque matin, j'essaie de fournir aux travailleurs et travailleuses des gants et au moins quelques directives qui pourraient les aider à se protéger. En fait, c'est un désastre. Imaginez la situation. On est supposé être en train de protéger les travailleurs et travailleuses, mais environ 22 travailleurs peuvent travailler dans une seule pièce, dans des conditions terribles, dans des bâtiments abandonnés, parfois. C'est un des phénomènes les plus racistes connus au monde, ce que l'Israël fait en Palestine. Et nous n'avons plus aucun doute sur le fait que l'Israël viole constamment les droits des travailleurs palestiniens. Et ça, c'est un récit qui est répété depuis longtemps. C'est un désastre. Comment gérer la situation malgré leur intention de garder nos communautés euh, comme travailleurs? Ils devraient être reconnaissants, mais ils continuent de se faire traiter comme des criminels, des suspects, et ils ne se font même pas donner les outils les plus de base pour se protéger dans le contexte de pandémie. Et la plupart des travailleurs qui se contaminent se font contaminer par les employés israéliens et il y a des cas étudiés de ce phénomène. Alors, la crise continue. Mais l'autre chose qu'ils vont faire contre les travailleurs,
c'est de les punir. Tous tous ces travailleurs qui n'ont pas pu se rendre en Israël pour travailler et ont choisi de rester chez eux ont été punis en perdant leur emploi, en annulant leur permis de trajet, mais aussi en amenuisant leurs droits. Ça, c'est une façon de leur mettre la pression pour qu'ils continuent de venir travailler. Ça a été utilisé comme un outil par les employeurs israéliens de couper dans les sommes qu'ils devaient aux travailleurs palestiniens en échange de leur travail. Donc, ce que vous dites, c'est qu'ils travaillaient sans aucune garantie de droit, aucun droit garanti, même pendant la pandémie, pour continuer. En fait, ils en ont simplement profité pour amenuiser ou retirer les droits qu'ils avaient acquis jusqu'à maintenant. En fait, ce sont des considérations que nous avons déjà approchées envers des compagnies israéliennes et euh, nous avons pu récupérer de nombreuses payes et de nombreux emplois. Une autre partie de ce récit, c'est que les autorités palestiniennes et la façon dont ils ont approché la crise, euh, non seulement on a été traités comme des suspects, et je suis désolée de le dire, mais ça a été ajouté comme une raison de se méfier des travailleurs et travailleuses parce que, pouvez-vous expliquer un peu plus? Oui, parce qu'on sait que les cas arrivent avec les travailleurs qui vont travailler et qui ramènent le coronavirus dans les communautés. Donc, ils ont été traités comme une menace dans les communautés même. Mais d'un autre point de vue aussi, il y a l'autorité palestinienne qui considère que les travailleurs gagnent un immense salaire et ont des privilèges étendus. Et donc, on les approche pas comme quelqu'un dont on devrait prendre soin et compenser. Et Jamal, juste pour clarifier, les travailleurs dont vous parlez, on parle de Cisjordanie, de la bande de Gaza et à l'intérieur d'Israël aussi. Oui, bien sûr. Oui, même dans la bande de Gaza. Parce qu'ils ont eu... Parce que même si la pandémie se dissémine à partir de la bande de Gaza, ça a été utilisé dans le discours contre la bande de Gaza dans ce cas-ci particulier. Donc, ça, ce sont les points principaux dont je voulais vous parler. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été mentionnées par Samia. Donc, je serai heureux de répondre à vos questions ou à vos considérations plus tard. Et la situation politique en passant est très importante à prendre en considération lorsqu'on parle de ce qu'on peut faire pour soutenir les Palestiniens et Palestiniennes. Nous devons nous attendre au pire en situation palestinienne. On s'attend à une confrontation directe. Israël va essayer de continuer de forcer les gens en dehors de leur territoire, que ce soit de manière économique ou autre. Donc, les leaders sont confus et tentent de voir comment ils peuvent éviter le pire de la situation. Mais malheureusement, Israël profite de la situation pour augmenter son oppression contre les Palestiniens et Palestiniennes. Tous les Palestiniens et Palestiniennes sentent que sa vie est menacée. Mais d'une manière ou d'une autre, nous allions vers cette confrontation. C'était inévitable. Nous avons un réel besoin pour une solidarité concrète avec le peuple palestinien. Absolument. Jamal, peut-être pourriez-vous compléter un petit peu parce qu'on suit qu'est-ce qui se passe en Palestine et j'ai vu des photos de vous et Salah. Et ce que vous avez mentionné, vous y alliez, vous observiez et vous tentiez d'aider les travailleurs et travailleuses avec des masques, des gants et de soutien d'équipements sanitaires. Y a-t-il un mouvement plus large pour soutenir les travailleurs qui n'ont pas accès à l'équipement de protection personnelle? Oui, dès le début du confinement,
Donc, on a fait le confinement dans les territoires palestiniens, mais il y a 255 communautés palestiniennes qui sont complètement à la merci d'Israël. Mais en même temps, Israël utilise la pandémie pendant qu'on essaye tous d'y survivre et pour commencer à accélérer leur attaque sur les communautés palestiniennes. Plus de destruction, d'accaparement des terres, de restrictions de mouvement. Il y a 10 nouveaux postes de contrôle qui ont été construits dans les 2 derniers mois pour restreindre encore plus la liberté de mouvement des communautés palestiniennes. Et les nouvelles sont absolument silencieuses sur cet enjeu. Donc, c'est pour ça qu'on commence à aller dans les communautés et ce n'est pas facile parce que quand on va dans ces communautés, on essaye de les informer et de leur donner des directives. Nous avons aussi des produits d'équipement d'hygiène, des masques pour essayer de les aider. Et nous avons créé un impact positif sur ces gens qui sont très soulagés, ils sont isolés, ils ne savent pas quoi faire, les Israéliens les attaquent et ils sont laissés seuls dans cette situation impossible. En fait, c'est environ 150 communautés de 255 que nous avons pu atteindre. Nous tentons de communiquer avec elles et de partager l'information pour tenter de les informer. Mais particulièrement dans les communautés travailleuses, peut-être Abbas va pouvoir en parler un peu plus en détail plus tard, mais nous avons déjà commencé la deuxième phase de cette intervention qui est que maintenant nous devons réfléchir à ce qui vient ensuite parce que nous venons de vivre un impact énorme dans les communautés laborieuses du peuple palestinien. Donc, nous devons maintenant commencer à s'y rendre pour essayer de leur acheminer la solidarité concrète dont ils ont besoin. Spécialement maintenant, nous avons besoin d'une attention particulière parce que ce sont des communautés ciblées. Les nouvelles qui sont partagées sont horribles, sont incroyables, c'est impensable. Donc, l'information primaire dont on parle, euh, il faut que ce soit circulé par les médias. On parle de 43 villages avec 160 000 Palestiniens et Palestiniennes qui vivent dans cette région annexée, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être considérés comme faisant partie d'Israël, mais ça va être un espace fermé en milieu d'une situation de confinement. Donc, notre initiative principale, c'est de créer une nouvelle carte que je vous partagerai plus tard. Il y a plus de 60 communautés qui ont été ciblées pour une entreprise carrément de nettoyage ethnique. Donc, on ne sait pas ce que le monde va dire en voyant ces images, mais il y a une folie dans cette entreprise et une idéologie raciste. Et nous sentons que c'est vraiment le moment de continuer de lutter contre le nettoyage ethnique en Palestine. Merci tellement, Jamal. Je crois que nous en parlerons plus spécifiquement pendant la période de questions, mais une des choses que vous avez soulignées, c'est que pendant la crise de COVID-19, chaque pays fait face à des enjeux principaux qui sont reliés à la pandémie, donc le droit des travailleurs, d'essayer de subventionner les petits commerces, de soutenir les entreprises qui ont perdu leurs revenus. Mais dans le cas de la Palestine, c'est une couche par-dessus l'autre. L'annexation du territoire qui continue. Il y a encore des postes de contrôle illégaux qui se font construire. La Nakba continue de se dérouler. Et les Palestiniens sont pris entre l'arbre et l'écorce. Et ça, c'est ce à quoi les travailleurs font face chaque jour. Et une autre chose dont on parle trop peu, spécialement dans cette situation très tendue, c'est plus que
200 000 hectares de territoires qui ont été brûlés, des territoires pour les troupeaux de bétail, etc. On n'en parle pas, mais ce sont des crimes contre l'humanité. Merci, merci Jamal, et nous reviendrons à ces enjeux parce que nous avons besoin. C'est une autre raison pourquoi ces webinaires ont lieu et nous devons rester alertes et continuer de suivre les actualités de la Palestine, que ce soit sur Facebook ou Twitter, juste pour pouvoir voir plus de webinaires sur ce sujet particulier afin de renforcer la solidarité entre le Canada et la Palestine parce que ces liens existent et nous avons simplement à les renforcer afin de voir nos actions locales ici et de voir leur impact direct et conséquences concrètes sur le territoire de la Palestine. Donc, merci Jamal, on revient dans l'application de période de questions. Maintenant, je me tourne à Abbas et nous entendrons vos perspectives. C'est intéressant parce que non seulement on a des chiffres et des faits ici de ce qui se passe sur le terrain, mais on met un visage humain sur la vie de ces travailleurs et l'impact direct que ça a sur leur vie quotidienne et leur famille. Parce que oui, ça a un impact sur le tissu social de la Palestine. On sait qu'ici au Canada, on est confiné depuis 2 mois, mais on a les ressources, le gouvernement nous fournit, bon, entre guillemets, on pourrait faire mieux, mais bien sûr, on a un filet social. Et ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y a aucun filet social en Palestine. Abbas, on aimerait vous entendre sur le sujet. Ah, pardon, mon micro était sur muet. Parfait, on peut vous entendre maintenant. Merci, Zahia et Jamal. Je crois que nous avons fait lumière sur les difficultés et les défis auxquels font face les travailleurs en situation d'apartheid, qu'ils travaillent en Palestine ou en Israël. Pour ma part, je vais me concentrer principalement sur la lutte sur le territoire et j'expliquerai toutes les pratiques que l'occupation israélienne fait, les tueries, les restrictions qu'ils imposent, la destruction des maisons et toutes les autres pratiques que l'Israël fait avec un seul but, c'est de contrôler le territoire. Et pourquoi il veut contrôler le territoire? Afin de comprendre cela, il faut comprendre clairement que la division de la terre en Palestine, en suivant ce qu'on a appelé la soi-disant accord de paix, qui a donné le droit aux Israéliens d'occuper les terres palestiniennes en 3 catégories, donc la zone A, B et C. Je crois que vous connaissez ces catégories. Dans la zone A, ce serait sous la contrôle le plein contrôle de l'autorité palestinienne, ce qu'on nous avons conclu en 1949. Zone B serait partagée entre l'Israël et la Palestine, et la zone C, ce serait une zone de sécurité. Donc, il y a certaines zones qui ont été soumises à l'autorité palestinienne, mais toutefois, la partie la plus importante, la catégorie la plus importante, c'est la zone C. La zone C a été donnée entièrement au contrôle israélien, que ce soit la sécurité, la gestion et les points administratifs. Donc, quand on dit que la zone C, ça veut dire 61 de la zone occupée en Cisjordanie. Quand on voit la zone C, c'est la zone qui est la plus riche avec des ressources naturelles. C'est là où il y a les sols fertiles pour l'agriculture. L'agriculture palestinienne est unique et très importante pour des dizaines de milliers de familles et de travailleurs qui vivent, que ce soit partiellement ou complètement, sur leur production agricole. Donc, cette zone de 61 personnes a été donnée entièrement au contrôle israélien. Et c'est la plus vide et la plus contrôlée des zones par Israël, mais cette région est visée pour l'expansion coloniale et afin que l'Israël puisse avoir mainmise sur toutes les ressources naturelles de cette zone. Donc, on essaye de soutirer cette terre aux agriculteurs et ceux qui travaillent et qui vivent de cette terre afin de pouvoir laisser la terre vide et facile pour la confiscation et l'expansion d'Israël. Et pour comprendre l'histoire de cette lutte autour du territoire, nous devons remonter avant même 1949, quand la Palestine était la Palestine.
Mais bon, c'était un territoire qui était administré et protégé par la Palestine. Quand la partition de la Palestine sous la nouvelle résolution de 1949, qui a donné à la population juive le droit de commencer à s'installer sur le territoire en laissant 50 de la terre pour les soi-disant les Arabes palestiniens, en donnant le droit aux Palestiniens et Palestiniennes en fait, en forçant les Palestiniens et Palestiniennes à abandonner une immense partie de leur terre arable. La partition de la Palestine, la segmentation de la Palestine a été annexée par les non-arabes à ce moment-là. Et la population naissante d'Israël a rapidement connu l'avidité d'étendre leur territoire. Alors, ils ont continué de gruger le territoire parcelle par parcelle avant d'avoir le contrôle sur 68 du territoire en 1967. Avant 1967, l'Israël était établi et contrôlé euh, sur plus de 78 du territoire palestinien. Alors, on voit notre territoire maigrir et on voit des milliers de Palestiniens et Palestiniennes qui vivaient avant ça de pratiques agriculturelles, qui était la seule ressource de survie pour presque tout le monde. Et ça, c'est un élément central ici, absolument. Même en 1967, qui était la deuxième Nakba pour les Palestiniens et Palestiniennes, c'était la deuxième guerre d'occupation pour le reste de la Cisjordanie et maintenant on vit sous une occupation complète qui contrôle l'entièreté de notre vie. Ça n'a pas arrêté, ça a continué jusqu'à 1949 quand on a eu l'accord et où la communauté internationale est arrivée à un accord de paix pour arriver à la fin de ce conflit pour toujours. Mais Israël a toujours eu le même plan depuis toujours. Ils veulent tout le territoire et ils vont le prendre de nos mains. Ils n'ont jamais arrêté leur objectif et ils vont continuer même après qu'on ait signé l'accord d'Oslo, l'accord de paix en 1949. En passant, le nombre de colonies qui a été établi après la signature de cet accord avec Israël a été plus que 10 fois plus du nombre de colonies qui a été établi de 1967 jusqu'à 1989. Donc, ça continue de s'étendre. Oui, Israël avait besoin de s'acheter du temps pour s'acheter un moment de paix, de l'observation internationale pour pouvoir continuer leur plan d'annexation. Monsieur Arafat, à l'époque, et le premier ministre Rabin, à l'époque, on se sont serré la pince à Oslo et ça a laissé la voie libre, en fait, à l'Israël. Parce que puisqu'on avait statué que le conflit était terminé à ce moment-là, ça laissait la voie libre à l'Israël de continuer d'accaparer la terre. Israël a continué de s'étendre et d'imposer des restrictions sur l'accès au sol arable de la terre catégorisée dans la zone Z et de restricter les Palestiniens et Palestiniennes de l'accès à leurs ressources naturelles. Et en tant que fermier, si je n'ai pas de terre, si je n'ai pas accès à de la terre et pas accès à de l'eau, alors comment puis-je faire de l'agriculture? Personne ne peut pratiquer un métier de ferme. Et c'était ça l'objectif. On voulait limiter l'agriculture chez les fermiers afin de les forcer à laisser leur territoire, laissant la terre vide pour pouvoir être facilement prise pour l'annexation. Même pour ces fermiers qui ont résisté et ils ont insisté pour rester sur leur territoire, ils ont lutté et se sont battus, ils se sont fait persécuter jour par jour par les soldats, par l'armée. Nos fermiers ont vu la démolition et la destruction concrète de leur projet d'agriculture, de leur réseau d'irrigation qu'ils avaient réussi à implanter, la démolition de leurs ressources d'eau qui étaient là avant l'occupation et même des ressources d'eau en Palestine. On les avait avant la Nakba. Ces ressources étaient complètement détruites par l'occupation israélienne parce que la plus grande lutte pour eux, ça leur a été de vider la terre pour pouvoir se l'accaparer. Et ça décrit l'annexation qui prend son plein cours en ce moment dans la zone C.
Israël veut annoncer le 1er juillet l'annexation de 30 personnes de la région intérieure de la zone C. Ils vont commencer par annexer la vallée de Jourdain. Vous avez dit 30 Oui, ils vont commencer avec 30 de la zone C, qui est la vallée du Jourdain. Pourquoi la vallée du Jourdain? Je vais vous demander de parler un peu plus fort. Pardon. Ce que je veux dire, c'est que l'annexation que les Israéliens prévoient est prévue en deux phases. À partir du 1er juillet, la première phase sera d'imposer du contrôle et l'annexation sur l'intérieur de la vallée du Jourdain. Pourquoi la vallée du Jourdain? Il y a 30 des Palestiniens et Palestiniennes des territoires qui étaient occupés par les Palestiniens et Palestiniennes dans les années 60. C'est la région la plus riche et la plus arabe pour l'agriculture. C'est la zone où le plus des ressources nationales sont concentrées. Israël commencera l'annexation de ce territoire dans la vallée du Jourdain. Et pour ce faire, ils ont commencé pendant la crise de COVID-19 en Palestine, où notre gouvernement a imposé des restrictions de mouvement et ça a duré 80 jours, ce confinement forcé. Et pendant ce temps, l'armée israélienne a profité de la situation pour continuer d'imposer leur annexation directement sur le terrain. Une de ces mesures, comme mon collègue Jamal le mentionnait, de chasser les femmes âgées et de les empêcher de promener leurs troupeaux dans la vallée du Jourdain. Ensuite, brûler les récoltes dans la région C, comme Jamal le mentionnait plus tôt. Et ensuite, ils ont relâché des animaux sauvages dans la région C qui ensuite s'en sont pris au bétail en tuant beaucoup des bêtes, les vaches et les moutons qui appartenaient aux fermiers. Donc c'est une attaque directe aux moyens de subsistance des fermiers palestiniens. Donc, en rentrant dans ces territoires où la vie est la vie, on laisse les animaux. C'est sûr que si on laisse des loups sur des territoires où il y a du bétail, ils vont attaquer. Donc, non seulement les gens ont peur pour leur famille et la sécurité de leurs enfants, mais le but de cette pratique, c'est la démolition des maisons et la destruction des pratiques d'agriculture. Et le but complet de cette pratique, c'est d'augmenter dans les 80 derniers jours, pendant la pandémie de COVID-19 et la situation d'urgence, ça a été d'accélérer le plan d'annexation. Ils prennent la terre directement devant les yeux des habitants et des habitantes. Et pour ce faire, les restrictions, l'accès à ces régions est maintenant complètement fermé par l'armée israélienne qui occupe le territoire, qui utilise le territoire. Et en passant, je parle de territoires qui sont possédés par les fermiers et fermières, qui travaillent sur la terre et qui en tirent leur subsistance. Et ça, c'est seulement un côté. Mais de l'autre côté, ils ont essayé d'attaquer ces travailleurs et travailleuses qui travaillaient jusqu'à présent sur leur terre pour les forcer à travailler ailleurs. Et c'est là où c'est un couteau à double tranchant, parce que d'un côté, ils détruisent les fermes et de l'autre côté, ils ouvrent des colonies et permettent certains Palestiniens d'aller y travailler, de faire le travail sale dans les colonies pour augmenter la production d'agriculture de la nouvelle colonie. Et oui, on parle bien d'une forme de punition collective. Oui, c'est exactement ça. C'est inhumain et c'est quelque chose que personne ne peut s'imaginer dans l'histoire moderne. C'est l'histoire la plus longue de l'histoire moderne et c'est vraiment un régime apartheid pire que celui qu'on a connu en Afrique du Sud il y a quelques décennies.
Il y a tant de brutalité et Jamal l'a mentionné, il y a 2 personnes qui ont été tuées aujourd'hui. En passant, une de ces personnes, c'était une des personnes, qui avait une déficience intellectuelle. Il a il a été exécuté de sang-froid à Jérusalem. C'est ça, Israël. C'est ça, le pouvoir d'occupation avec lequel on vit. C'est le pouvoir d'occupation qui se décrit comme étant la seule unité démocratique de Moyen-Orient. C'est ça, la démocratie que nous, on vit et qu'on expérimente avec cet État. Ce n'est pas un État, c'est un groupe terroriste qui vivent sur le sang des autres. Juste pour vous donner un exemple, la façon les incitatifs qu'ils donnent aux travailleurs pour les encourager Mhm. pour encourager les Israéliens à s'accaparer la vallée du Jourdain, c'est qu'ils acceptent d'aller vivre sur la colonie dans la vallée du Jourdain. L'État israélien a, dé- a privé, s'est engagé So à these costs are fournir taken les on by frais the state. d'initiation sur leur nouvelle terre. Euh, et des incitatifs sont donnés aux colons en les soutirant à leur devoir de payer des taxes, en leur fournissant le, le fonds d'achat pour des nouvelles maisons dans la nouvelle colonie. Donc, ils ont accès à de la propriété très peu chère. Et ça ici, c'est ironique. Ils, ils leur donnent du Because they soutien de are agreeing to résistance this parce qu'ils understood. décident d'aller vivre dans un This is territoire outrageous. contesté. Oui, c'est So, as a absolument Palestinian scandalisant. En tant que refugee, Palestinien et en tant que I am not allowed to réfugié, go back moi, je ne peux pas y to my retourner homeland à, à mon territoire for a Russian or d'origine, Ukrainian mais pour un Russe ou Jewish un person who wishes to Ukrainien, go pour une back, they will personne get juive qui souhaite incentives, y aller, financial ils vont incentives, avoir des and that incitatifs is not financiers commented on. pour s'y établir. This is Et ça, c'est information that's documenté, available. c'est de l'information qui est accessible. Pardon d'interrompre Abbas, mais il donne 21 000 pour chaque ménage qui souhaite s'installer sur une ferme dans la vallée And du the Jourdain. farmer also OK. Et understands that ce nombre, je veux juste m'assurer qu'on a des chiffres documentés. Oui, okay, non seulement dans cette région, mais ces colonies, mhm. ces nouveaux colons, ils se font nommer comme des nouveaux fermiers parce qu'ils ont des terres gratuites qui ont été confisquées des fermiers palestiniens. Ils ont de l'eau qui ont été confisquées des fermiers palestiniens. Mais même ces colons, lorsqu'ils achètent des produits d'agriculture pour pouvoir faire pousser leur récolte, ils reçoivent un remboursement de 37 de leurs dépenses directement de, de l'État israélien. Et 20 de ce montant, c'est du soutien de résilience et l'autre 17 c'est des incitatifs en forme de remboursement des taxes. Donc, c'est des formes d'encouragement pour inciter les colons à aller vivre sur le territoire qui est pourtant possédé par les Palestiniens et pour continuer de voler l'eau Do you des have fermiers housing subsidies palestiniens. for Palestinian Est-ce qu'il y workers a or des Palestinian migratory subventions pour les agriculteurs palestiniens? Non, malheureusement, non. C'est pour ça que nous, au syndicat de production agriculture palestinienne, nous militons pour qu'on continue de renforcer les politiques d'agriculture pour mettre de l'avant les droits et les besoins des fermiers palestiniens qui souffrent quotidiennement des attaques continuelles des colons israéliens ou de l'État israélien. Jusqu'à maintenant, nous avons réussi à faire changer quelques politiques et nous avons ajusté quelques réformes de politique et nous continuons de lutter pour obtenir quelques formes de subventions, que ce soit dans la vallée du Jourdain. Jusqu'à récemment, nous avons demandé au bureau du premier ministre et au conseil des ministres d'annoncer que la vallée du Jourdain, en tant que noyau de résistance et de résilience. Donc, on parle ici de l'autorité palestinienne et non de l'autorité israélienne. Oui, oui, bien sûr, je parle de Yes. l'autorité palestinienne et du conflit interne avec notre gouvernement national. Nous parlons de notre gouvernement parce que nous tentons qu'il reconnaisse que la vallée du Jourdain soit en bonne voie d'être annexée d'ici un mois pour annoncer que la vallée du Jourdain soit reconnue comme un noyau de résistance. Toutes les ressources devraient être nationalisées pour soutenir les agriculteurs
et ceux qui travaillent aux récoltes afin de leur donner la plus grande priorité. Et je crois que ça, c'est l'importance ultime. Et Jamal et Samia, vous serez d'accord avec moi. C'est très important d'avoir un syndicat organisé, mobilisé, afin qu'on puisse soutenir les travailleurs et travailleuses, afin d'élever la voix de leurs besoins, de leurs préoccupations. Je vais juste vous remercier profondément de votre partage, euh, de nous avoir partagé vos pensées, vos actions avec nous aujourd'hui. Et je vais prendre quelques instants simplement pour ramener les trois panélistes, Jamal, Samia et Habas. Vous avez amené tellement d'éléments importants et vous avez souligné la lutte quotidienne du peuple palestinien. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. C'est pour soutenir les Palestiniens et Palestiniennes sur le terrain. Et vous avez été capable aujourd'hui de souligner les défis quotidiens auxquels ils font. Ils sont comme dans une cocotte à pression, comme si c'était prêt à exploser. Pardon, je reçois des messages qui me demandent pour plus d'informations. Si vous voulez, je peux vous partager d'autres documents que nous avons au syndicat à propos de l'information que je vous ai fournie et vous pourrez leur retransmettre l'information. Absolument. Je lis les questions à l'instant aussi et nous y parviendrons. Mais avant, juste pour résumer un petit peu, comme je le disais plus tôt, il y a comme une situation sous haute pression ici. Les Palestiniens et leurs familles vivent déjà dans des conditions atroces et à cela, quand on ajoute la pandémie, Samia, vous dites qu'il n'y a absolument aucun filet de sécurité pour ces travailleurs et travailleuses. Et Jamal, vous parlez d'initiatives de la société civile pour pouvoir soutenir les travailleurs et leur fournir des équipements de base. Et Habas, vous parlez des négociations avec l'autorité palestinienne afin qu'elle soutienne euh, ils reconnaissent l'annexation actuelle et illégale selon la quatrième convention de Genève, ces manœuvres sont absolument illégales. Donc, en ce moment, en contexte de COVID-19, si c'est possible, a ramené encore un visage encore pire de l'occupation en territoire palestinienne et de l'impact direct que subissent la classe laborieuse qui n'a aucun soutien. Et c'est pour ça que nous nous rencontrons aujourd'hui, c'est pour réfléchir à comment nous pouvons les soutenir. Donc, si vous êtes ici avec nous aujourd'hui, vous avez vu les liens qui ont été publiés pour la ligne euh, GoFundMe. Chacun et chacune d'entre nous pouvons aller contribuer. Et je veux juste mentionner que nous avons ici avec nous aujourd'hui une partie des participants et participants. Nous avons un invité de Habrom qui est aussi avec nous ici à Montréal et qui fait partie d'un syndicat de défense des droits pour les Palestiniens et Palestiniennes afin de soutenir la cause de la Palestine. Et je crois que c'est très important pour nous de montrer notre solidarité, mais de manière concrète en donnant sur le site de GoFundMe. Alors maintenant, nous allons ouvrir la période de questions-réponses. Et si vous me laissez, je vais juste lire rapidement les questions qui ont été envoyées. Vous avez beaucoup de questions pour vous. Je vais juste les survoler rapidement, une à une. Juste un instant, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de remerciements et de reconnaissance. C'est génial. Samia, beaucoup de gens demandent si c'est possible de partager votre présentation PowerPoint. Et je vais vous demander d'allumer vos micros, Habas, Samia et Jamal, si vous pouvez activer vos micros. Juste un instant. Alors, nous avons une question ici concernant les permis de travail. Juste un instant. Je vais juste survoler rapidement les questions, mais il y en a une qui m'a été apportée à mon attention. Samia, est-ce que vous pourriez commenter, parce qu'on sait que la force de travail a toujours eu une forte représentation en Palestine. Est-ce que Jamal et Habas, peut-être pourriez-vous aider Samia de nous parler un petit peu de la présence des syndicats sur le terrain en Palestine et de leur soutien par les travailleurs et travailleuses? Oui, il y a de nombreuses fédérations de syndicats qui englobent les syndicats de commerçants, etc. Il y a de nombreux problèmes
principalement, ils agissent pour réagir au travail, aux conditions de travailleurs et travailleuses. Donc, il n'y a pas d'anticipation des problèmes pour essayer d'atténuer les problèmes avant qu'ils ne surviennent. La crise actuelle de COVID-19 et le PGDFTU, la Fédération générale des syndicats de commerçants de Palestine, est rentrée en conflit direct avec le gouvernement en tentant de rejoindre une entente pour... En fait, ils ont fini par rejoindre une entente avec le secteur privé pour obliger les travailleurs à payer la moitié, les employeurs à payer la moitié du salaire des travailleurs pour avril et mai et le reste des salaires une fois que la crise allait être terminée. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui n'ont pas fait ça, qui ont seulement renvoyé leurs travailleurs. Donc, il y a eu un enjeu avec ces travailleurs et travailleuses qui étaient considérés comme étant privilégiés, en fait, parce qu'ils ont pu maintenir leur emploi dû à cette entente, mais pourtant, l'entente n'a pas été respectée. Donc, ça, c'est pour les travailleurs salariés. Mais pour ceux qui ne reçoivent pas un salarié reconnu, ils ne sont même pas identifiés, en fait. Donc, ils n'existent même pas dans les statistiques. Et ça, c'est la majorité des travailleurs et travailleuses, particulièrement dans la zone C, qui est la zone la plus vulnérable politiquement. Oui, c'est ce que on comprend de chacune de vos présentations. Il y a vraiment un gros problème avec la région C. Oui, la population locale là-bas n'est pas très concentrée, mais bien sûr, c'est la plus vulnérable parce que c'est sous attaque quotidienne. La vie des gens est, est en danger à chaque minute de leur vie, leurs moyens de subsistance, leur maison, etc. Donc, vraiment, ils vivent sur la fine ligne et c'est pourquoi leur vie est si vulnérable. Et maintenant, on voit cette crise s'ajouter à l'ensemble des conditions difficiles dont ils souffrent. Encore, la façon dont les Palestiniens s'en sont sortis jusqu'à maintenant, c'est grâce à l'aide mutuelle principalement. Donc, si le salaire de quelqu'un était sauvegardé, qu'il travaille pour le gouvernement ou dans le secteur de l'éducation ou dans le milieu de la santé, etc., leur moyen de subsistance, c'est de s'entraider. Donc, le salaire d'une personne se fait distribuer entre de nombreuses familles. Et c'est ça qui se passe, qui s'est passé dans la première et la deuxième intifada. Donc, le filet de sécurité, en fait, c'est nous-mêmes, c'est la communauté. Nous nous soutenons les uns les autres. Mais les gens sont au bout de leurs ressources. Et c'est ça qui est dangereux en ce moment. Absolutely. Thank you so much. Absolument. Merci, Jamal, Samia. I have a question for Jamal, j'ai une you. question What pour can vous. we do in Que solidarity pouvons-nous with the faire en Palestinians solidarité avec les as travailleurs et travailleuses de la Europeans Palestine en tant who que work for your syndicats, que countries? groupes et de collectifs How can we provenant de better l'étranger? inform Comment internationally pouvons-nous in a hostile context? augmenter la conscience internationale dans un contexte aussi hostile? Alors, que pouvons-nous faire en tant And this question qu'étrangers? is coming from us Et from ça, France. c'est une question qui nous provient de la France. But I think can you just like to continue a little bit with J'aimerais Samia's answer? seulement We continuer have de a faire du very pouce sur ce que Samia frustrating, very disait. frustrating Nous avons une position of the situation Palestinian très frustrante main devant labor organization, which is the la SPLM. position de The le plus expectation grand would be syndicat much more palestinien. than that, Leur position pourrait être beaucoup plus especially they are affirmée, the one acting as a spécialement guide puisqu'ils for sont the ceux other et community celles, et c'est ça qui est and si problematic. ironique We et have problématique, plenty of parce que ce sont eux organizations. qui ont une entente avec This is l'État not israélien. against totally because it came formal normalization. But even Et the pourtant, ça situation cause un is problème not parce que ça used by pousse some vers la group normalisation de la situation, to support mais ils ont Palestinian utilisé activists, notre especially gouvernement for labor dans le organization. but de soutenir les How do Palestiniens et you see Palestiniennes. groups from the Comment outside voyez-vous les providing groupes de support to l'extérieur comme unions étant and the utiles Palestinian à workers l'effort movement des within syndicats et Palestine? des travailleurs I dans think la what Palestine? you are doing now, Oui, je crois que ce que vous faites en ce moment, you are c'est très utile en distribuant l'information et en appelant à la solidarité concrète. Ça, c'est une des choses les plus importantes à faire. Je crois que ce que nous devons mettre de l'avant à partir de maintenant, c'est que de nombreuses familles euh, souffrent vraiment et sont dans une situation très dangereuse. Ils n'ont plus de revenus, ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus de salaire.
personne ne leur donne le soutien dont ils ont besoin et ça devient donc notre devoir à nous de les soutenir concrètement. Alors, ce qu'on fait ici, c'est une des façons dont on peut venir en aide à ces Palestiniens et Palestiniennes et on devrait continuer dans cette voie. La levée de fonds sur le GoFundMe, c'est très important. C'est une façon de soutenir les travailleurs et travailleuses. Deuxièmement, il faut aussi étendre la solidarité avec les travailleurs et travailleuses palestiniennes en agissant fermement, boycotter, engagez-vous dans le mouvement BDS, boycottez, désinvestissez et demandez des sanctions dans la communauté internationale et auprès des organisations syndicales internationales pour en finir. Donc, pour en finir avec le soutien de la colonisation et de l'oppression contre le peuple palestinien. Ça, c'est une des façons les plus concrètes de soutenir le peuple palestinien. On a besoin que vous positionnez politiquement fortement. Et ça, c'est une des choses, c'est de simplement prononcer sa posture et de s'impliquer dans le mouvement BDS et de reconnaître l'occupation israélienne comme un apartheid et un fait de colonisation. Abbas, j'ai une question pour vous, mais je vais seulement continuer avec Jamal parce que il y a d'autres questions qui sont reliées à ce que vous disiez. Quel, quel rôle est-ce que Jérusalem joue-t-il? Rien. Il reste silencieux devant ce qui se passe sur le territoire palestinien. Comment est-il possible qu'on retrouve entre 20 et 30, 50 travailleurs dans une seule pièce? Donc, en fait, il y a une forme de complicité. Oui, ils sont complices. Comment, comment est-il possible que les entrepreneurs israéliens ont pu utiliser le coronavirus pour continuer d'opprimer les Palestiniens et Palestiniennes, les renvoyer pour prendre euh, leur financement, etc.? Donc, ils prennent avantage de la situation actuelle pour, comme vous le disiez, utiliser, exploiter les Palestiniens et Palestiniennes pour obtenir leur main-d'œuvre, mais sans leur donner de droits. Oui, oui, merci. Abbas, la question que j'ai pour vous, je vais juste y aller en ordre. Quels, quels sont les organismes de travailleurs israéliens qui se tiennent en solidarité avec les Palestiniens? Des organismes israéliens? Oui, la plupart de ces organisations représentent les travailleurs dans leur propre communauté. Ils ne défendent pas les droits des Palestiniens et Palestiniennes qui travaillent en Israël. Mais en plus de ces organisations, il y a l'organisation dont Histedrut, qui ne paie aucune attention aux droits des travailleurs palestiniens qui travaillent en Israël. Et vous savez, le travail qu'ils font là-bas sont le sale travail qu'on leur donne. C'est pour ça que même pendant la pandémie de COVID-19, ils ont ouvert les frontières et même ouvert des points non sécurisés pour permettre aux Palestiniens et Palestiniennes de venir faire le travail en Israël, venir faire le travail sale parce que les citoyens israéliens ne veulent pas le faire sans avoir accès à des droits de travail. Cette occupation a duré jusqu'à maintenant pour une raison précise. C'est une occupation qui est complètement gratuite. En fait, ils gagnent du territoire sans payer quoi que ce soit. Et ça, c'est peut-être un appel pour demander plus de redevabilité. Et c'est ce que moi, je veux demander. Et ceux et celles qui ont des incitatifs pour aller s'établir dans une colonie, par exemple, ils ne payent aucune redevance. En fait, ils reçoivent des incitatifs à venir s'établir. Et c'est pourquoi que la demande augmente rapidement au cours des dernières années. Et maintenant, ça s'accélère. Ce qui est requis, c'est de mettre le gouvernement israélien en situation d'être forcé de faire preuve de redevabilité. Il doit y avoir un prix relié à l'occupation. Et s'il y avait un prix pour l'occupation, alors peut-être qu'il commencerait à compter jusqu'à 10 avant de s'impliquer, s'engager dans une attaque directe contre les peuples palestiniens et de leurs droits sur le territoire. Une des choses, par exemple, pour les colonies d'agriculture, 67 des produits d'agriculture qui viennent des colonies dans le territoire palestinien
sont exportés à l'international. Ça, c'est un point très important parce que ça rejoint la campagne de BDS dont Jaman parlait. Donc, 67 de l'agriculture qui est produite en colonies occupées en territoire palestinien est acheminée en Europe, aux États-Unis, peut-être au Canada, je ne suis pas conscient des chiffres, mais je sais que c'est fort en Europe. 32 milliards de dollars annuellement qui ressortent de cette économie. Donc, Israël vit à partir des revenus de ce qu'il fait pousser sur nos territoires. Pouvons-nous imposer des sanctions sur cet État tant qu'ils occupent les territoires des autres et qu'ils encouragent les gens à venir s'établir et étendre l'économie? Que fera la communauté internationale? À quoi pouvons-nous nous attendre de vous, les syndicats, les organismes de la société civile? C'est de forcer leur gouvernement à imposer des sanctions des sanctions économiques contre Israël et le boycott de tout type d'échange commercial à partir d'Israël pour les forcer à payer le prix de leur occupation. C'est la seule chose qui va les forcer à revenir sur leur plan d'annexion. En Abbas, nous avons déjà un exemple en Afrique du Sud. Ça a très bien marché contre le régime d'apartheid. Et le Canada s'est tenu en figure de proue de ce mouvement de boycott contre les produits d'Afrique du Sud du régime d'apartheid. Oui, le régime d'apartheid, les sanctions économiques, c'est c'est le prix qu'ils ont dû payer pour continuer en tant que régime d'apartheid. Et ça, c'est ce à quoi nous nous attendons de la part du reste du monde. Oui, j'aimerais juste rajouter quelque chose à ce sujet. Nous demandons tout le monde de boycotter l'Israël. Et bien sûr, nous ne voulons pas leur donner la chance de négocier. Mais l'Israël sait bien qu'il n'y a aucun accord qui va les empêcher de faire leur régime d'apartheid dans le territoire palestinien parce que l'isolement de la population marche déjà. Donc, vraiment, nous avons toutes les raisons d'appeler à un boycott concret et appliqué. Et laissez-moi réagir. Je vais juste, si vous me permettez, oui, rapidement, s'il vous plaît. Donc, je sais que cette question de la communauté internationale est importante, mais nous avons besoin de distinguer entre deux choses. Il y a une différence entre l'Israël en tant qu'État et le pouvoir occupant. Nous voulons que les sanctions soient impliquées contre le pouvoir d'occupation. Quand on impose des sanctions contre l'occupation, nous ne minons pas l'Israël en tant qu'État, mais nous délégitimons l'occupation illégale parce qu'aucun pays ne donnerait son consentement à ce type d'occupation sur son propre territoire. Et oui, c'est très important de souligner, absolument. And just because we are coming close to Et puisque nous parvenons à la fin du webinaire, nous pourrions parler pendant des heures, mais ce que j'aimerais faire, c'est seulement donner à chacun et chacune une minute pour dire quelques mots de conclusion. Nous avons tellement de participants et participantes avec nous. J'ai perdu le fil et j'aimerais qu'ils puissent avoir la chance d'entendre votre mot de la fin et j'inviterai tout le monde à aller cliquer sur le lien GoFundMe pour contribuer à la levée de fonds de solidarité avec la Palestine. Et je vous implore de peut-être de contacter vos élus et vos représentants où que vous viviez, contactez vos gouvernements locaux, vos syndicats, vos collectifs de la société civile et essayez de mobiliser les gens autour de vous et de les informer de ce qui se passe, la situation des travailleurs et travailleuses en Palestine, particulièrement en situation de COVID-19. Donc, Samia, comme c'est vous qui avez commencé, je vais vous laisser le micro en premier. Juste une minute pour clore et lancer un dernier message à propos de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Oui, j'aimerais simplement remercier tout le monde pour leur solidarité et réitérer ce que Jamal et Abbas ont si bien dit avec vous, Zahia aussi.
C'est très important de soutenir les travailleurs et travailleuses palestiniennes sur le terrain maintenant, pendant cette crise financière et etc. Mais notre situation n'est pas qu'économique, elle est politique et nous avons besoin de solidarité politique, communiquer avec vos élus et lutter contre les attaques contre le mouvement BDS. Donc, impliquez-vous dans le mouvement BDS, criminaliser les BDS aux États-Unis ou au Canada ou en Europe. La meilleure façon de résister à ça, c'est de vraiment s'engager davantage dans le mouvement BDS. Et ça, c'est un mécanisme légitime pour lutter contre le colonialisme et pour lutter pour la fin de l'occupation. Pour nous, c'est très important et nous sommes tellement reconnaissants et reconnaissantes pour votre solidarité et votre soutien. Euh, mais nous voulons travailler ensemble pour déconstruire le colonialisme sur le long terme. Le BDS, c'est un mécanisme qui nous permet d'agir, peu importe d'où on est. Et nos alliés à travers le monde tentent de dépasser les obstacles qui sont posés à leur solidarité. Alors, la façon d'aller de l'avant, c'est de s'impliquer davantage. Donc, merci tellement pour vos questions, votre solidarité et pour ce webinaire. Labour for Palestine et toutes les participantes. Merci, Samia. Jamal, à vous. Oui, ce que je pourrais ajouter à ce que Samia disait, je suis complètement d'accord avec elle. Euh, Lorsque nous sommes en mouvement de solidarité avec la Palestine, euh, c'est une solidarité humaine. C'est un enjeu humain et nous avons tous et toutes la responsabilité de s'engager. Même nous, en tant que Palestiniens, nous avons la responsabilité d'offrir notre solidarité aux populations africaines-américaines qui sont sauvagement abattues dans les rues des États-Unis, avec les populations autochtones qui continuent de subir le colonialisme. Ce sont des conditions qui nous réunissent tous et toutes et nous avons le devoir de démontrer notre solidarité et de nous tenir ensemble devant ces nouvelles politiques néolibérales et devant la montée du néofascisme et des politiques contrôlantes qui tentent de restreindre le mouvement de chacun et chacune. Et donc, luttons ensemble pour l'avenir. Merci, Jamal. Merci. Sous cette ombrelle de l'humanité, ce grand concept qui nous renie, tous et toutes, nous avons des principes et des valeurs, mais ce que nous voulons, ce que nous espérons, c'est de travailler ensemble vers la libération. Donc, ces principes, ce sera pour le principe de lutter contre l'oppression et pour lutter pour les droits de base des Palestiniens et Palestiniennes. Ce que nous attendons de vous, ce sont deux choses. Premièrement, la solidarité politique. Mais ici, au syndicat, nous lançons une large campagne pour contrer le plan d'annexation de la vallée du Jourdain en encourageant les agriculteurs et les projets d'agriculture à investir dans la région C et nous voulons retourner tous les travailleurs et les agriculteurs sur leur territoire afin qu'ils puissent sur le terrain résister à l'occupation de leur territoire. Alors, s'il vous plaît, donnez de l'argent, contribuez à cette campagne de fonds. C'est ça qui va nous aider à protéger le territoire de l'accaparement et de empêcher l'occupation israélienne et l'annexation de la vallée du Jourdain. Donc, merci encore et merci de faire tout ce que vous pouvez pour soutenir les droits de base des fermiers et des travailleurs palestiniens et palestiniennes. Merci tellement, Abbas. Merci tellement de nous avoir partagé votre récit et vos récits de la Palestine, de Montréal au Canada, de partout au monde qui réunit les pays des participants et sympathisants ici. Je veux juste vous rappeler à tous et toutes, le lien GoFundMe est dans la boîte de clavardage. Chaque action que vous prenez pour répandre l'information et mobiliser les gens sur la cause palestinienne, parler des abus et des violations catégoriques des droits de base des travailleurs et travailleuses palestiniennes
aller dans vos organismes de société civile, dans vos syndicats et inciter les gens à agir. Nous avons entendu les voix de la Palestine. Il y a un appel clair, il y a une levée de fonds qui est en cours. S'il vous plaît, participez-y et suivez Labor for Palestine sur Facebook et Twitter pour assister au prochain webinaire, pour continuer de répandre le savoir. Nous avons besoin de conscientiser les gens. Donc, merci tellement, Labor for Palestine. Merci pour le ciseau, de nous avoir fourni l'interprétation. La campagne, on l'a encore pour 5 jours, spécialement pour le Québec, pour contribuer, pour essayer d'aider de notre façon, de démontrer notre propre solidarité, parce qu'on est capable de le faire, puis on l'a fait auparavant. Alors, il faut qu'on compte l'un sur l'autre ici. Puis comme on dit ici, ça va bien aller, bien, on veut que ça aille très bien pour les gens en Palestine. So thank you everybody for being here with us again. Samia, merci Jamal. tout le monde d'avoir participé. Encore Jamal, Abbas, Samia. Quelle heure est-il maintenant en Palestine? Il est 9h30 du soir. Voilà, donc la soirée vient de débuter pour vous. Et nous resterons en contact avec vous pour obtenir plus d'informations. Et juste pour tout le monde qui est avec nous aujourd'hui, l'information que Jamal, Abbas et Samia ont partagée avec nous, on continuera de les partager avec vous. Je vous souhaite tous et toutes une bonne soirée en solidarité. Merci.